Salut, bienvenue dans la première vidéo sur le chapitre 1, le champ électrique. Donc je vais commencer par vous montrer juste une petite vue d'ensemble sur les sections qu'on va voir. Alors on va voir la charge électrique, on va voir la force électrique, le champ électrique, puis après ça on va voir le champ électrique généré par une particule, par plusieurs particules. Puis là si on mettait plein de particules l'une à la suite de l'autre, ça formerait une tige. Donc qu'on appelle une tige chargée. Si on met plusieurs tiges l'une à la suite de l'autre, ça fait une plaque, un plan. Je vous apprends un D, 2D. Ok, donc. Ok, alors maintenant, je vais commencer à vous expliquer la matière en vous parlant de la matière. Alors, par exemple, ici, on a une table qu'on appelle de la matière. Et une table, c'est faite de molécules et d'atomes. Si on regarde de plus près, ben, si vous vous rappelez vos cours de secondaire 1, 2, 3, peu importe, de sciences, ben, dans un atome, il y a toujours un noyau et des électrons qui tournent autour. Le noyau, il y a des protons puis des neutrons dans le noyau, et autour, il y a les électrons. Et, ben, fun fact, ou peut-être pas fun fact, ben on appelle ça des particules fondamentales, et ça a été longtemps les particules les plus petites qu'on connaissait. Avant, il y avait l'atome, c'était le plus petit. Après ça, finalement, on s'est rendu compte que l'atome était composé de protons, de neutrons puis d'électrons. Et alors là, ces particules-là devenaient les particules les plus petites qui existaient. Mais en fait, il y a des particules encore plus petites qu'on appelle les particules élémentaires, c'est les quarks. Ces particules-là, les quarks, c'est des particules élémentaires et elles sont indivisibles pour le moment. On ne sait pas, peut-être que la recherche, on va découvrir qu'il existe des particules encore plus petites, mais bon, à voir. Les électrons, les protons et les neutrons ont ce qu'on appelle une charge électrique. L'électron, il y a une charge Q de moins 1,6 fois 10 à la moins 19 C. C'est pour Coulomb. Alors que les protons, ils ont une charge Q de 1,6 fois 10 à la moins 19 C. Vous pouvez remarquer que l'électron puis le proton, ils ont des charges égales, mais de signes opposés. Et cette charge-là, c'est une constante E, qu'on nomme la charge élémentaire. Chaque proton, il a une charge positive plus E, et chaque électron a une charge négative moins E. Et là, j'ai dit que les neutrons, il y avait une charge. En fait, les neutrons, ils ont une charge de 0. Ils sont neutres. C'est pour ça qu'on appelle ça des neutrons. Donc voilà, je vous ai présenté la charge électrique. Et là, je vous emmène au phénomène de base de l'électricité. Toute particule qui a une charge va être attirée ou repoussée par les autres particules chargées. Donc par exemple, un proton, c'est chargé, un électron, ça a une charge aussi. Si on les met côte à côte ou proches, environnants, ben, ils vont se repousser ou s'attirer. Donc, lequel est lequel, à savoir. Alors si je commence par l'attraction, l'attraction, ça se passe entre des charges opposées. Donc, dès que deux particules ou deux objets chargés ont des signes opposés, les signes, c'est positif ou négatif, ben, ils vont être attirés, comme je l'ai montré sur le petit dessin. Après ça, il y a la répulsion. Ben, ils vont être repoussés dans le cas contraire, c'est-à-dire quand les charges ont le même signe. Donc, le cas 1, ça pourrait être deux particules négatives qui se repoussent, et le cas 2, c'est deux particules positives qui vont se repousser. Et là, les petites flèches, est-ce que ça vous rappelle des petits souvenirs de mécanique? J'espère que oui, parce que... Ok, non, là, c'est pas grave si vous en rappelez pas. Mais ces petites flèches, ce sont des vecteurs. Et ici, elles représentent la force électrique. Dans votre cours de mécanique, vous avez vu que quand des particules, des objets avaient des masses, ben, il y avait la force gravitationnelle qui agissait sur chacune des masses. Chaque objet avec une masse s'attire, avec... voilà. Mais son analogue en électricité, c'est la force électrique. Et c'est pas quand les objets ont une masse, mais plutôt quand les objets ont une charge. Donc, c'est ce qu'on appelle la force électrique. C'est une quantité vectorielle. Et là, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est un vecteur. Un vecteur, il faut deux choses en particulier. Il faut, une grandeur, et deux, une direction. Donc, c'est pour ça qu'il y a des flèches. C'est très, très pratique pour décrire un vecteur parce que ben, tu peux dessiner ta flèche d'une certaine longueur, ça fait sa grandeur, ou encore ce qu'on appelle un module. D'ailleurs, un module, c'est toujours une valeur positive. C'est vraiment juste comme un indice de grandeur, de longueur. Et après, la direction, qu'est-ce que c'est? Ben, ça indique si ta flèche, elle peut être vers les X positifs, vers les Y positifs ou négatifs, ou encore un mélange des deux. Et maintenant, je vais donc vous montrer la manière de l'écrire mathématiquement.
Donc, exemple 1, je me fais un petit référentiel. Je pointe mon X vers la droite, mon Y vers le haut. C'est comme le référentiel de base qu'on utilise toujours. Et là, je fais une petite particule négative et une autre positive. Et je peux voir que ma particule négative, ben, comme c'est un signe opposé à l'autre particule chargée qui est dans sa proximité, dans son environnement, ben, elle va être attirée avec une force F vers la droite. Et disons que cette force F était de 10 newtons, ben, la façon d'écrire, c'est F est égal à 10 I, avec une petite flèche au-dessus, newton. Donc, ici, le 10, c'est le module, et le petit I, c'est ce qu'on appelle un vecteur unitaire, et ça indique la direction des X. Si on avait mis un vecteur unitaire J, ben J, ça voudrait dire que ton vecteur pointe vers les Y, et sinon, K, ça serait une direction vers les Z. L'axe des Z, si vous étiez en 3D. Donc, je ne sais pas si vous connaissiez déjà ça, les vecteurs unitaires, mais en tout cas, maintenant, vous le savez, je crois. Ben, j'espère, là. Je le répète, je vais le répéter. X, c'est I, Y, c'est J, puis Z, c'est K. Voilà. Maintenant, je vais faire un exemple 2. Dans cet exemple, on peut voir que mon vecteur, il y a une orientation de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, notre vecteur, il pointe pas seulement vers les X et pas seulement vers les Y. Alors, on pourrait se demander, OK, mais comment est-ce qu'on pourrait écrire ça? Alors, on va faire ça ensemble. Pour écrire un vecteur qui a pas une orientation de 0 degré ou de 90 vers les Y, disons, il va falloir décomposer le vecteur en ses composantes fx et fy. Alors, qu'est-ce que c'est les composantes d'un vecteur? Les composantes d'un vecteur f, dans le fond, il faut s'imaginer un petit bonhomme qui part de l'origine, et là, son but, c'est de se rendre au bout de la flèche. Mais notre bonhomme, il a comme un handicap. Il n'est pas capable de marcher en diagonale. Il peut seulement marcher à des angles de 0 degré ou de 90 degrés. Donc, pour se rendre de l'origine jusqu'à ce point-là, ben, il va falloir qu'il marche vers les X, dans la direction des X, et après ça, il va tourner de bord et il va marcher vers le 90 degrés, donc parallèle à l'axe Y. Et c'est ça qui définirait nos deux petites flèches de fx et fy. Donc, je ne sais pas si vous m'avez suivi, là, mais il faut partir de l'origine, puis après ça, on va vouloir marcher jusqu'au point X, qui est comme la projection du vecteur sur l'axe des X, puis après ça, on marche en ligne droite en hauteur pour rejoindre notre point, où est-ce qu'on voulait être. Vous poserez la question si vous n'avez pas compris. Alors, est-ce qu'on remarque quelque chose? Nous, il va falloir savoir c'est quoi cette grandeur de cette flèche fx et c'est quoi cette grandeur de flèche fy. Et en fait, les composantes, ça forme toujours un triangle rectangle. Donc les triangles rectangles, moi j'adore les triangles rectangles parce que je l'appelle le Holy Triangle, genre le triangle sacré, juste parce qu'il faut le pratique. Dès qu'on connaît un angle ou qu'on connaît la longueur de deux côtés, ou de un, ou peu importe, un de ces trois blocs, peu importe, il y a deux relations incroyables qui viennent en jeu. Il y a un, le théorème de Pythagore, ou encore, deuxième relation, SOHCAHTOA. Ben, quand on arrive dans des problèmes comme ça, il faut se demander qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour trouver ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche ici, c'est à décomposer le vecteur. Donc, on veut savoir c'est quoi la grandeur de fx et fy. Donc, on veut savoir en fait les longueurs de chaque côté du triangle, les cathètes, fx et fy. Mais je connais l'angle θ, puis là, je ne l'ai pas dessiné sur mon dessin, mais disons que je connaissais l'hypoténuse. Ben alors, c'est SOHCAHTOA qu'on va pouvoir utiliser pour trouver chacune de ces valeurs. Si je commençais, disons, par fx, ben fx, je peux voir que c'est l'adjacente au triangle. Donc, si je pense à mes relations, ben, la relation qui est adjacente à l'angle, c'est cosinus avec C-A-H-K dans ce Fait que le cosinus de θ est égal à l'adjacente sur l'hypoténuse. L'adjacente, c'est fx, l'hypoténuse, c'est f. Si j'isole fx, ben, je trouve que fx est égal à f cos de θ. Donc, cool, on a notre équation pour trouver fx. Il faut juste remplacer les valeurs. Donc, 10 fois cos de 30 degrés, on trouve la valeur et super, on a trouvé. Et si on fait la même chose pour fy, cette fois-ci, fy, c'est l'opposé à l'angle. Donc, c'est le sinus de θ que je vais vouloir prendre comme relation. Donc, sinus de θ est égal à opposé sur hypoténuse.
Et opposé, c'est fy sur f. J'isole fy, je trouve que c'est égal à f fois sin de θ. Voilà comment on décompose. Donc si je rentre ça dans mon vecteur, alors f est égal à fx fois i plus fy fois j. Comment est-ce que j'ai décidé de mes signes ici? Ben, il faut toujours se fier au schéma. Dans mon schéma, je peux voir que fx, ça pointe vers les x positifs. Donc, j'ai mis, fait que c'est positif, cette valeur-là. Et ici, mon fy, ça pointe vers les y positifs. Donc, j'écris plus j. Si ma flèche fy pointait vers le bas, il aurait fallu que j'écrive moins j. Mais bon, on pourra voir des exemples plus tard ensemble. Donc, c'est ça. Il faut juste que je remplace fx parce que je connaissais. Donc, f cos de θ i plus f sin de θ j. Je remplace les valeurs. J'ai 10 cos de 30 degrés i plus 10 sin de 30 degrés j en newton. Parce que là, les forces, c'est en newton. Et finalement, ça me donne les valeurs que j'ai écrites et j'ai encadré. Voilà comment on écrit une belle réponse. Démarche parfaite, 100%. Fin de l'exercice.